Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité internationale, Bachar al-Assad sous les projecteurs au sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est son grand retour sur la scène diplomatique. Le régime syrien qui avait été exclu de cette organisation en 2011 a finalement été réintégré le 7 mai dernier avec le soutien notamment des Émirats arabes unis. Le président ukrainien est attendu en personne au sommet du G7 dimanche à Hiroshima au Japon. Pendant ce temps, sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Cela s'explique notamment par le manque de véhicules blindés. Récemment, la France s'est engagée à livrer des dizaines d'engins de ce type. D'intenses recherches sont toujours en cours dans la jungle colombienne pour tenter de retrouver les 4 enfants disparus après le crash de leur avion. Mercredi, le président colombien avait annoncé qu'ils étaient vivants avant de finalement revenir sur ses déclarations. On commence donc ce journal par le sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite et le grand retour sur la scène diplomatique du président syrien. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, Bachar al-Assad est convié. Les détails avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Il est de retour. Bachar el-Assad est arrivé hier soir à Jeddah, en Arabie Saoudite. La ville accueille le sommet annuel de la Ligue arabe. Pour la première fois depuis 2011, le président syrien est convié à y participer. Le boucher de Damas savoure sa rédemption diplomatique après 12 années d'isolement. Nous annonçons la suspension de la participation de la délégation syrienne aux réunions du Conseil de la Ligue arabe. Novembre 2011, Assad est mis au ban des États de la région. Tous condamnent la répression sanglante du régime contre les manifestations. La guerre fera près d'1 demi-million de morts, des centaines de milliers de disparus. Perçu comme un paria, mais resté au pouvoir, le président syrien aura patiemment attendu sa réhabilitation. Le 7 mai, la Ligue arabe annonce sa réintégration. Nous sommes ici pour assurer le succès de ce sommet et œuvrer avec nos frères arabes pour faire face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Parmi ces défis, l'explosion du trafic de Captagon au Moyen-Orient, dont la Syrie est le principal exportateur. Les uns après les autres, les voisins arabes renouent avec le régime. L'Arabie saoudite a rouvert ses services consulaires à Damas, mais le rapprochement avec la Syrie suscite aussi des réticences, notamment de la part du Qatar. Il y avait des raisons à la suspension de la Syrie de la Ligue arabe et au boycott du régime syrien à l'époque, et ces raisons existent toujours, du moins pour nous, au Qatar. Une normalisation dont la Syrie espère retirer des gains pour financer notamment la reconstruction du pays. Un sommet qui devrait également se pencher sur les conflits au Yémen et au Soudan. Le Soudan qui continue de s'enfoncer dans la guerre civile. L'ONU dénonce l'inexistence des couloirs humanitaires pourtant promis par les combattants. Face à la dégradation de la situation, de nombreux Soudanais fuient vers l'Égypte. À la frontière égyptienne, une interminable attente sous la chaleur. Ces Soudanais arrivent de Khartoum, 1000 kilomètres de traversée dans le désert pour fuir des combats qui ne se calment pas. On entend toujours dire qu'il y aura une trêve dans les 7 prochains jours, mais quand on sort dans la rue, il y a des tirs partout. Aucun cessez-le-feu n'a jusqu'à présent été respecté. En attendant, ils sont des milliers à franchir chaque jour les frontières du Soudan. Un voyage dangereux que peu ont la possibilité de s'offrir. Le trajet en bus coûte 250 $, sans compter les frais des deux côtés de la frontière et la location d'un logement en Égypte. Un budget largement supérieur au salaire moyen. Il oscille au Soudan autour de 60 $ par mois. Autre défi, depuis le début des combats, la population n'a plus accès à ses liquidités. Toutes les banques du pays ont fermé leurs portes. Ça a été très dur d'arriver jusqu'ici, de réussir à obtenir de l'argent. Nous en avons, mais il est impossible de le retirer. Le voyage a été très fatigant et effrayant. D'autres encore ont perdu leur papier d'identité. Certaines familles ont perdu leur passeport ou ne peuvent en avoir un car elles vivent au milieu d'une zone de guerre. J'espère qu'elles trouveront quelqu'un pour les aider à fuir. Avant d'atteindre leur ultime destination, la ville d'Assouan, à 300 km au nord, ces réfugiés devront s'armer de patience. L'attente à la frontière peut prendre plusieurs jours, avec un accès limité à l'eau et à la nourriture. Depuis le 15 avril, plus de 90 000 personnes ont fui le Soudan pour l'Égypte. Leur nombre pourrait tripler dans les 6 prochains mois.
Des journalistes en colère en Tunisie, ils ont manifesté ce jeudi pour la liberté de la presse. Ils dénoncent la politique répressive du pouvoir. Un journaliste d'une radio privée a été condamné en appel à 5 ans de prison, accusé d'avoir divulgué des informations sur les services de sécurité. Le syndicat national des journalistes tunisiens pointe du doigt les agissements de certains ministres et en appelle au président de la République. Les pays du G7 réunis à Hiroshima au Japon à partir de ce vendredi, les dirigeants ont rendu hommage aux victimes de la bombe atomique. Au programme des discussions, la guerre en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés ont déjà annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Et selon une source proche du dossier, le président ukrainien est attendu en personne au sommet du G7 dimanche. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Cela s'explique en partie par le manque de véhicules blindés. À l'issue d'une rencontre dimanche dernier entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, la France a promis de former et d'équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines d'engins de ce type. Maryse Burgot. Un blindé de transport de troupes fourni par les Américains, une image rare. Ces véhicules sont si précieux que les Ukrainiens refusent le plus souvent de les montrer. Nous sommes près d'une ligne de front dans un lieu que nous devons garder secret. À l'intérieur, ces soldats racontent qu'ils n'ont pas assez de véhicules blindés de ce type et c'est en partie pour cela que la grande offensive ne commence pas. Avec les voitures comme ça, on pourra protéger plus les soldats ukrainiens. Plus on a des machines, plus c'est des vies sauvées. La France vient d'ailleurs de promettre de livrer plus d'engins de cette catégorie. Avec les voitures simples, on ne peut pas faire ça. Ils peuvent nous tuer. Avec ça, c'est presque impossible d'être tué. Le blindé est soigneusement caché. Il ne doit pas être repéré par les drones de l'ennemi russe. Plus loin, d'autres véhicules blindés, des 4x4 fournis par les États-Unis. Ce citoyen américain combat dans les rangs ukrainiens. Ce blindage lui a déjà sauvé la vie à 2 reprises. J'ai survécu à une mine posée par les Russes et à un missile anti-char grâce à ça. Sur un autre front, ces soldats se mettent en position. Ils vont viser l'ennemi avec ce mortier moderne. C'est une arme fournie par la Finlande. Mais leurs obus, en revanche, sont de l'époque soviétique. Ils ont donc un bon mortier, mais des obus inadaptés. Ce manque de projectiles explique aussi pourquoi l'offensive se fait attendre. On se dépêche, on n'a plus que 5 minutes. Ces tirs visent à préparer la grande offensive. Leur but aujourd'hui est de détruire une mitrailleuse ennemie. Mission réussie, nous disent-ils, quand nous nous arrêtons plus loin, dans une zone moins exposée. Selon ces soldats, le terrain encore trop humide retarde l'attaque annoncée. L'équipement est souvent très lourd, les chars par exemple, et la boue pourrait poser problème et nous empêcher d'avancer. Ces militaires attendent donc le grand jour tout en menant des offensives de préparation. La plupart des équipements les plus sensibles, c'est-à-dire par exemple les chars lourds, les Léopards, les Challenger, fournis par les Européens, sont cachés à l'arrière du front et la plupart de ces chars ne sortiront que pour la grande offensive. 13 morts, des communes sinistrées, des cultures dévastées. En Italie, la région de l'Émilie-Romagne, considérée comme le verger du pays, est sous l'eau. Les inondations d'une rare intensité ont provoqué des dégâts considérables. C'est un signe, selon les autorités, de la tropicalisation du climat méditerranéen. Cela peut paraître à première vue contradictoire, mais le manque de précipitations dans le monde entraîne un phénomène inquiétant pour la planète. Plus de la moitié des lacs et des réservoirs d'eau dans le monde perdent de l'eau. Les explications de Julien Gall. C'est l'une des multiples conséquences du réchauffement climatique. La quantité d'eau diminue dangereusement dans le monde. L'utilisation excessive par les humains des lacs et réservoirs d'eau et le manque de précipitations entraînent un phénomène inquiétant pour la planète. Plus de la moitié des lacs et réservoirs du monde perdent de l'eau, non seulement dans les zones arides, mais également dans les régions humides. Les conséquences peuvent être nombreuses. Sur l'activité humaine d'abord, environ un quart de la population mondiale vit dans une zone comportant un lac ou un réservoir qui s'assèche.
Les lacs sont utilisés pour la consommation humaine, l'agriculture ou encore la production d'électricité. Comme les océans, les lacs stockent du carbone et ne jouent plus ce rôle lorsqu'ils disparaissent, aggravant en retour le réchauffement climatique. La qualité de l'eau peut être affectée si le niveau d'un lac est bas. Enfin, le manque d'eau peut provoquer des déplacements de population à long terme. C'est une terrible bévue de Gustavo Petro. Le président colombien est revenu ce jeudi sur ses déclarations. Il avait annoncé la veille que 4 enfants, dont un bébé de 11 mois, avaient survécu 15 jours dans la jungle amazonienne après un crash d'avion avant de finalement démentir l'information. Le point sur la situation avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Leli, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta, porque ellos le están buscando, los ejércitos. Ces petits-enfants entendront-ils le message enregistré par leur grand-mère? Un appel diffusé par ces soldats colombiens en pleine jungle amazonienne. D'intenses recherches sont en cours pour retrouver les jeunes disparus. 4 enfants âgés de 13, 9, 4 ans et 11 mois, dont on est sans nouvelles depuis le 1er mai, jour du crash de cet avion dans le sud de la Colombie. Tous les enfants présents dans le vol manqueraient à l'appel. Seuls 3 corps sur les 6 passagers ont été retrouvés par les secours, dont celui du pilote et de la mère des enfants. J'attends leur cadavre. Je porte cette douleur. Je souffre ici en tant que grand-mère et pour ma fille que j'ai perdue. J'espère qu'ils les trouveront. Quand on me dira qu'ils ont été retrouvés, je serai contente. Plusieurs indices alimentent l'espoir de les retrouver. Ces objets récupérés mardi sur le lieu du crash, parmi lesquels un biberon. Mercredi, les secours ont également découvert un abri de fortune aménagé de bâtons et de branches. Le même jour, le président colombien Gustavo Petro avait annoncé sur Twitter le sauvetage des 4 enfants, avant de se rétracter le lendemain. J'ai décidé de supprimer ce tweet car les informations fournies n'ont pas pu être confirmées. Je regrette ce qu'il s'est passé. Les forces militaires et les communautés indigènes vont poursuivre leurs recherches sans relâche. D'après le président colombien, l'information provenait de l'ICBF, l'organisme public chargé de veiller aux droits des enfants. L'instance avait indiqué mercredi avoir reçu des informations selon lesquelles les enfants ont été retrouvés vivants et en bonne santé, sans confirmer toutefois cette hypothèse. Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Selon la protection civile, le pilote avait signalé des problèmes de moteur avant que l'avion ne disparaisse des radars. On termine ce journal avec des images du Festival de Cannes. L'équipe du film Black Flies, réalisé par le Français Jean-Stéphane Sauvert, a monté les marches ce jeudi avec Sean Penn. C'est le 4e film en compétition. Un peu plus tôt, le dernier opus d'Indiana Jones s'était présenté en avant-première mondiale avec en invité star Harrison Ford qui interprète le rôle du célèbre aventurier. À cette occasion, l'acteur américain a d'ailleurs reçu une palme d'or d'honneur surprise, une distinction qui l'a profondément touché. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.